Bon, Lise Millette, qui est présidente à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, je vous montre les articles rapidement en cascade. Ça fait 2 jours qu'on entend parler. La GRC s'est intéressée à 2 autres journalistes de la presse. Ça, c'était ce matin. Et le premier article date d'hier où on voit la face d'Adil Sharkawi. La GRC a tenté d'espionner un journaliste de la presse, Joël Denis Bellavance, entre autres, qui est cité dans l'article. Pour en parler, on a la présidente au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Mais écoutez... racontez-nous un peu, là, pour qu'on comprenne bien, peut-être que je l'ai mal expliqué, mais de ce qui en ressort de l'article, c'est que la GRC, pour toutes sortes de raisons, a eu accès à des numéros de téléphone entrant et sortant sans aucun mandat de la Cour, là. Oui, tout à fait. Bon. Donc, Joël Denis Bellavance, qui lui avait fouillé divers sujets sensibles dans le passé. On peut parler des prisonniers afghans par l'armée canadienne, le scandale des commandites. Voilà maintenant qu'il y a cet autre dossier avec M. Sharkawi, c'est du moins qui est présenté dans le premier article. On apprend par la suite que la GRC s'est intéressée aussi. Bref, il semble que la GRC était intéressée de connaître quelles étaient les sources journalistiques de ce journaliste-là, qui a été passablement estomaqué de voir qu'effectivement, on s'était intéressé à son matériel journalistique et tout le monde est préoccupé. La Fédération est préoccupée et de manière plus large, c'est tout le public qui devrait l'être parce que ce qu'on vient faire ici, c'est miner le lien de confiance entre un dénonciateur et un reporter. Souvent, les journalistes s'engagent, c'est dans le guide de déontologie, lorsqu'une source requiert l'anonymat ou pour sa propre protection, le journaliste s'engage à protéger son identité. Puis là, on apprend que par en arrière, il y a la GRC, il y a des services qui décident sous divers prétextes et sur diverses justifications, de dire que ce serait une bonne idée de mettre les journalistes sur filature. Il y a quelque chose qui est particulièrement préoccupant, voire dangereux dans une démocratie. Mais c'est parce que la dernière fois qu'on a vu ça dans des démocraties, entre guillemets, là, c'était le régime de Poutine, là, où il y a même des journalistes qui ont été tués. C'est quoi la prochaine étape? Bien, en fait, on pourrait même se rappeler de cas ici au Québec où, par exemple, la Sûreté du Québec avait tenté auprès de Patrick Lagacé en octobre l'année passée. C'est vrai. Éric Yvan-Lemay du Journal de Montréal également, qui a été perquisitionné chez lui. On pourrait se rappeler aussi Michel Arsenault, qui lui avait obtenu du gouvernement péquiste une enquête par rapport à des informations qui avaient coulé à son sujet en lien avec le projet de diligence. Donc, cette pression-là, elle existe et à chaque fois, la FPJQ a dénoncé cette espèce d'intrusion qu'on avait appelée la chasse aux sources journalistiques parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut avoir avec une chasse aux sources? Est-ce que c'est régler le problème de fond ou taper sur la tête de la source qui, elle, a voulu faire en sorte là, qu'on identifie et qu'on révèle des informations? Et c'est ça qui est préoccupant ici. Ce n'est pas pour régler des problèmes de fond, mais souvent pour taper sur la tête des sources. On l'avait vu aussi au gouvernement avec le dossier de l'assurance-emploi, Sylvie Terrien, qui avait fini par perdre son emploi parce qu'elle avait osé parler. Oui, mais là, je vous arrête là-dessus. Le dossier de Mme Terrien, évidemment, moi, je vois ça de l'œil patronal, purement et simplement. Je tolérerais pas que des fonctionnaires municipaux nécessaires... Tu sais, il y a un canal des communications, là. Ce petit dossier-là m'a me gratigné un peu, là, parce que c'est des orientations politiques décidées par des élus, puis on demande à la fonction publique de l'appliquer. Là, il me semble que c'est plus grave, là, ce qu'on a là, non? Oui, là, c'est plus grave parce que carrément, on parle non seulement d'une personne qui a perdu son emploi, mais carrément d'une filature sur des journalistes. Et là où c'est aggravé, je dirais, c'est lorsqu'on apprend qu'il n'y a pas que Denis Bellavance. Déjà, Joël Denis Bellavance, c'est quand même préoccupant, voir qu'ils sont maintenant 2 autres à avoir peut-être fait l'objet des mêmes tactiques. Et c'est clair que c'est une attaque frontale à la liberté de presse et il faut voir, en quelque part, la Constitution vient garantir, vient enchasser dans notre Charte des droits et libertés cette liberté de presse. C'est béton. C'est béton. À moins qu'un juge relève le journaliste de l'obligation, là, c'est pratiquement comme le secret de la confession, là. Oui, et puis il y a eu des précédents aussi. On peut se rappeler l'affaire Machouette avec Daniel Leblanc, qui a été jusqu'en Cour suprême et où le journaliste avait gagné et n'a pas eu à divulguer sa source. Donc, effectivement, il y a des pressions comme ça qui s'exercent. Mais là, le cas qu'on a ici, c'est pas une pression, c'est insidieux. Ça se fait... C'est organisé, là. C'est organisé, c'était voulu par la police. C'est pas juste un accident de parcours où est-ce que 2 gorlots sont allés s'asseoir avec Patrick Lagacé pour y tendre une ligne, là, puis le menacer. C'est plus profond que ça, là. On y a pensé à cette opération-là pour faire de la filature, là. On y a pensé et l'autorisation a été donnée. À l'interne. Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, vous me corrigerez si je suis dans le champ, on nous dit... On avait accès aux entrants et aux sortants, les numéros de téléphone sur le cellulaire du journaliste. Ça veut dire que quelqu'un à la GRC a vu toutes les communications, y incluant, puis on a mis des noms à côté des numéros de téléphone, la famille, la parenté, les proches, tout le monde, là. C'est une violation totale, là.
Tout à fait. Alors, c'est grave d'avoir oui. même pensé que c'était une bonne idée de le faire et que quelqu'un est autorisé. Et d'après le dernier article, on se rend compte qu'il y avait même cette idée de vouloir regarder, voir qui avait coulé, qui était la source, avait été un peu réactivée en septembre dernier. Donc, c'est récent. Là, on parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. C'est tout récent. C'est-tu des relents de harperisme? Bien, c'est là où ça deviendra intéressant et c'est là où il faudra se pencher éventuellement à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça. C'est sûr qu'au cours de la campagne électorale, on avait entendu Justin Trudeau rabrouer un de ses supporters en disant ici nous respectons la presse. Oui. C'était bon. Il pose des questions difficiles, mais c'est leur travail. Donc, ça. En campagne électorale, ça avait été affirmé. Je pense qu'on pourra voir si effectivement ce n'était qu'un vœu pieux et s'il y aura une réaction. Mais ça, on verra. Pour le moment, on n'a pas fait comme fédération d'interpellation. On va bien sûr étudier tout ça parce que c'est complexe aussi. Là. Et je sais également que hier, Alexandre Pratt, qui est directeur de l'information, a émis plusieurs commentaires également, se disant préoccupé en dénonçant également le fait de cette violence. Cette violation-là de cette vie privée, du travail journalistique est une atteinte directe à la protection des sources et du droit du public d'être informé. Alors, j'ai bon espoir qu'il y aura des suites à tout ça. Mais j'imagine, évidemment, vous êtes une instance, vous allez prendre vos décisions, vous allez vous réunir, mais on parle pour parler, là. Les policiers sont tous soumis à quelque part à un code de déontologie eux-mêmes. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas un processus. Les personnes visées, là, qui ont été sous filature, pourraient peut-être même porter plainte auprès d'un organisme, là, même s'il y aura de la discipline interne, puis la GRC prendra des mesures, j'espère. Bien, en fait, c'est le cheminement de tout ça qui serait important de comprendre, de savoir également, et c'est là où il est prématuré là, de s'engager sur quel sera le clou sur lequel on tapera. Mais effectivement, est-ce que c'était une direction politique? Est-ce que c'était une direction d'un différent service? Il y a plusieurs éléments. On est maintenant, on a eu un premier texte, un second texte. Est-ce que c'est que la pointe? Il est encore un peu tôt là, pour savoir. Mais vous savez, là, mais vous êtes une journaliste vous-même aguerrie dans le domaine. La Sûreté du Québec ou la GRC, ils ont des divisions spéciales là, plus sensibles là, où on envoie des agents faire de la filature dans les manifestations. Ils tendent l'oreille, s'ils peuvent entendre une conversation. Je suis sûr qu'ils doivent se tenir aussi proches des journalistes sur le terrain là, pour essayer d'aller siphonner de l'info, sans savoir même que c'est des policiers undercover. Là. Ça existe, ça. Oui, mais le journaliste, lui, ne travaille pas avec le pouvoir coercitif. Non. Le journaliste n'est pas là pour alimenter les banques d'informations de la police. Le journaliste ne prend pas des photos dans une manifestation, se rend pas au quartier général pour donner sa carte avec ses photos. C'est pas ça le rôle du journaliste. Le journaliste, il est un témoin des événements, il rapporte des faits et ce qui se fait du côté juridique, la preuve, tout ça, c'est constitué dans un autre département. On travaille bien sûr par moment ensemble pour savoir, on appelle les policiers, ils nous confirment des informations, mais on n'est pas au sein d'une même unité. Il faut casser cette idée-là. Et ce qu'on a aujourd'hui avec cette question de filature, c'est comme essayer de faire indirectement ce qu'on peut pas faire indirectement. On sait très bien que le journaliste va pas balancer ses sources, alors on va l'espionner. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'odieux là-dedans. Est-ce que c'est déjà arrivé, on se laisse là-dessus, là, c'est carrément hypothétique comme question. À l'inverse, est-ce que ça arrive des fois que des journalistes vont découvrir un dossier, là, admettons, puis vont être tellement renversés pour toutes sortes de raisons qu'ils vont appeler la police puis ils vont dire « Regarde, il faut que je te partage ça, là, c'est très grave. » Ça peut-tu arriver des affaires de même à l'inverse? Bien, c'est une question qui s'est présentée à différents cas. On se souviendra d'une grande enquête sur la pédophilie, entre autres, dans le Journal de Montréal, où les journalistes avaient réussi à piéger des pédophiles et où ça soulève à ce moment-là toutes sortes de questions, à savoir est-ce qu'on doit donner l'information? Ça a donné lieu à bien des discussions. Je pense qu'il faut y aller avec parcimonie. Est-ce que c'est le rôle des journalistes de faire de la révélation? Certainement pas. Le journaliste est là pour alerter, pointer des faits, pointer des situations et le reste, il y a une séparation des pouvoirs qui est essentielle. Non, c'est un bon élément de réflexion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci, à la prochaine. Au revoir. Lise Millette, qui est présidente de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et évidemment, ça fait suite à ces deux nouvelles-là, là, coup sur coup, où on apprend que la GRC a pris en filature et même des numéros de téléphone. Alors, admettons, moi, que Adil Sharkawi, c'est mon ami. Puis, admettons que j'ai son numéro de téléphone cellulaire dans mon téléphone et qu'on s'est déjà texté, on s'est déjà échangé. La preuve, c'est la vérité, là, c'est vrai.
Moi, je suis en contact avec ce gars-là depuis un certain temps pour toutes sortes de dossiers. Puis quand je veux avoir de quoi, j'y texte. Est-ce que ça veut dire que la GRC a pu avoir accès à toutes les personnes à qui j'ai texté et parlé? Moi, ça m'intéresse, moi, je veux le savoir. Évidemment, c'est pas pour la presse, je travaille pas pour la presse, mais tu sais, Adil Sharkawi a parlé à beaucoup de monde dans le domaine des médias, des communications, pour toutes sortes de raisons. C'est assez particulier, vraiment. Je suis un peu renversé, sans autorisation de la Cour. Moi, c'est ce qui me choque le plus, parce que pour avoir accès à des communications qui sont autrement protégées en temps normal, ça prend quoi? Ça prend une autorisation de la Cour. C'est l'équivalent d'une perquisition, c'est l'équivalent d'une écoute électronique à l'insu de la personne qui parle. Alors, il faut que ce soit autorisé par la Cour. C'est pas juste quelqu'un qui m'enregistre pendant que j'y parle. Ça, on a le droit de faire ça. C'est dans le Code civil. Vous parlez avec quelqu'un, vous voulez vous garder une preuve, on peut l'enregistrer, on n'est pas obligé d'y dire. Ça, c'est dans le Code civil. Parce qu'une des deux personnes peut attester de la véracité de ce qui se passe au moment où on enregistre. Bien, on ne donne pas étiquette gratis à la GRC à avoir accès aux informations qui sont dans mon téléphone, à moins que ce soit autorisé par la Cour.